Donc, ça ne pèse pas du tout. C'est un tissu, c'est juste de la manipulation. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je cherche vraiment à ce que l'identité soit quelque chose qui est... L'identité n'est pas quelque chose lourd qu'on porte en nous. C'est quelque chose qui a la facilité de s'accommoder dans les différents endroits. C'est-à-dire, moi, quand j'installe ces mêmes œuvres-là ailleurs, c'est pas la même chose. Ça va être une autre installation. Ça s'adapte à l'espace où je vais trouver. Donc, pour moi, c'est ces côtés-là ces questions-là qui ont fait à ce que je puisse garder les tissus à l'état pur. Parce que j'ai aussi la possibilité de les rendre un peu plus rigides avec du résine, toutes ces histoires-là. Mais les garder en tant que tissu, en tant qu'elle-même, c'est garder un peu la matière aussi dans son état originel, mais qui est légèrement transformé. Bienvenue à Strictly Creative. Cette voix est celle d'Armand Dian-Sambu, un artiste dont le travail est présenté à la Galerie d'art d'Ottawa dans l'exposition Redevenir, exploration en art contemporain. Redevenir rassemble 11 artistes visionnaires en train de façonner l'avenir de l'art contemporain. Provenant de diverses générations, disciplines et perspectives culturelles, le groupe se retrouve néanmoins dans son engagement à continuellement se transformer. Ces gens affirment leur identité, bâtissent de nouvelles manières de voir et de faire tout en poursuivant leur croissance artistique. En tant que groupe, ils sont enracinés dans le dialogue, l'introspection et la recherche constante de liens avec le monde qui les entoure. Avant de plonger dans l'entrevue avec Armand, voici un extrait de sa bio. Ma pratique artistique est un lieu de rituel et de reconnexion à moi-même, à l'histoire et la mémoire ancestrale. Je réactive mes archives invisibles, mes souvenirs familiaux et personnels pour être transformés en une nouvelle énergie vitale à travers des gestes performatifs. Ainsi, l'ancrage de mon travail touche entre autres la performance sculpturale, la peinture sculpturale, l'immersion et l'installation. À travers ces médiums, je revisite mon identité, la mémoire ancestrale et les héritages postcoloniaux. Bon, on passe à l'entrevue avec Armand. Les œuvres que j'ai présentées dans l'expo, c'est des œuvres où j'ai utilisé la matière du wax hollandais, qui est un tissu assez populaire en Afrique. C'est devenu même le symbole d'identité africaine. À l'origine, c'est un tissu qui a été exporté par les colonisateurs pendant l'époque coloniale. Alors, la résilience de mes ancêtres, on a résilié la résistance aussi, à créer une forme de réappropriation de ces tissus-là, qui devient notre symbole. Mais à mon égard, je considère ça comme une forme de nouvelle emprise, parce que quand on rentre sur les questions politico-symboliques, économiques, c'est toujours l'étranger qui gère un peu ces côtés-là, c'est-à-dire les Hollandais qui gèrent un peu les marchés. C'est-à-dire qu'il n'y a que 12% des bénéfices qui sont revenus aux institutions, on va dire, africaines, des industries qui travaillent sur ces tissus. Et les 90% restants, c'est les étrangers qui tiennent ça. Il y a aussi les marchés de l'Inde aussi qui rentrent. Alors moi, je considère ça, c'est une forme de nouvelle domination coloniale qui est comme camouflée. Et déjà, cette question-là, c'est une inspiration pour moi pour pouvoir questionner les néocolonialismes. Tu viens juste de répondre à deux questions parce que cette question ici, c'est How do the Dutch wax, fabric, paint and water help you express your ideas? Comment le tissu wax, la peinture et l'eau vous aident à exprimer vos idées? Moi, je suis descendant des peuples bantous d'Afrique, précisément du Congo. Congo pas avec C, mais avec K, comme royaume. Et dans les pratiques rituelles ancestrales bantoues, pratiquement du Congo, l'eau est une source très importante. On les appelle dans notre culture bantou les Congo Bisimbi. Bisimbi, c'est en même temps une forme de spiritualité, les divinités de l'eau, mais on considère ça aussi comme des esprits protecteurs. C'est là où on va avoir des communications avec des ancêtres, etc. Alors, au-delà de ça, quand on rentre sur les questions historiques, la déportation coloniale, c'est-à-dire, on va appeler ça la traversée coloniale. Moi, j'aime pas cette notation-là. Et il y a des ancêtres qui ont été jetés à l'abîme. C'est-à-dire, ces personnes-là sont plus partie de ces mondes, mais je considère l'eau comme une tombe liquide, comme un espace où la mémoire reste. Peu importe qu'on ne peut pas le voir, mais ça reste. Alors, moi, quand je vais questionner les questions liées à la mémoire, que par exemple les néocolonialismes que le wax incarne, mais c'est relié à la mémoire, à l'histoire. Alors j'utilise des matières qui ont une résonance dans ces sens-là. L'eau ici dans mon travail, c'est en même temps
un symbole mémoriel, comme une tombe liquide, mais c'est aussi comme un acte de résilience, un moyen où je communique avec mes ancêtres, où j'invoque un peu leur mémoire, des gens qui ont été abîmés pour résister et décoloniser un peu les néocolonialismes. Les pays africains, de manière générale, on parle des années 1800, à partir du XIVe siècle. Il y a eu cette vague de la colonisation des étrangers qui sont venus en Afrique pour l'exploration. Mais d'après les ressources minières, naturelles, etc., la culture qu'ils ont trouvée sur place, l'envie d'être surdominé a créé ce qu'on va appeler la colonisation. C'est-à-dire, il y a eu l'esclavage qui s'est installé. C'est-à-dire, mes ancêtres, ce n'étaient pas des esclaves. C'était des gens qui ont été en servitude. Ils ont été rendus en servitude. Et c'est là où on va parler de l'esclavage. Mais d'eux-mêmes, ils ne se considéraient pas comme des esclaves. Donc, c'est un peu ça l'histoire de manière générale. Mais si on rentre sur l'avant, c'était des royaumes, c'était des empires, on peut appeler ça comme ça. Il y avait toute une culture, il y avait tous des rituels, il y avait toutes ces formes de spiritualité, il y avait toutes ces choses-là. Et quand la colonisation vient, ça brise un peu tout ça. C'est-à-dire, c'est comme si on a perdu quelque chose là. Et de génération en génération, nous sommes venus. Nous sommes toujours en une forme de quête d'identité qui est perdue. Et moi, dans ma pratique, on va dire, si je dois rencontrer un peu... En même temps, dans ma pratique, je parle de mon histoire, mais je suis aussi en quête de mon identité. Je cherche qui je suis vraiment. Parce qu'il y a tant de choses que je ne maîtrise pas de ma propre histoire. Avec ma pratique, ça me permet ça me pousse tout le temps à aller chercher cette histoire-là. Donc, qu'est-ce qui était avant? C'était quoi ces peuples-là? Comment ils vivaient les Congos? C'était quoi les rituels? C'était quoi leur divinité? C'était quoi Dieu pour eux? C'est toutes ces choses-là où ça me pousse à aller chercher un peu des questions. Alors, de manière générale, c'est comme ça que je vais présenter un peu l'histoire ancestrale bantou. Puis l'enquête, c'est vraiment personnel, non? C'est personnel, mais en même temps, il y a une philosophie, on va dire, un héritage immatériel qui résonne dans mon être Ubuntu. Ubuntu, c'est dans les langues bantou. Ça signifie tout simplement j'existe parce que nous sommes. C'est-à-dire tout ce qui vibre dans la nature pour mes ancêtres, on est connecté à cela. C'est-à-dire même quand on regarde dans l'art, parce que nous, les peuples bantous, on va dire les peuples Congo, on est des peuples sculpteurs. C'est-à-dire l'art est présent et était présent dans l'arrivée de colonisateurs, même au-delà de ça aujourd'hui, comme nous sommes des descendants, là 80% des peuples congolais avec C aujourd'hui, sont des artistes. L'art coule, c'est-à-dire c'était une nation c'était un peuple résilient, mais c'était un peuple où l'art occupait une place très importante pour évoquer surtout la spiritualité, parce que dans les mythes Congo, Dieu est loin des êtres humains. Alors on cherchait un moyen, comment on peut rentrer en contact avec l'être divin, les dieux uniques. Alors pour arriver à cela, il y a eu on est allé dans les choses matérielles pour nous servir un peu des canaux, des schémas. Mais ce n'est pas forcément ces matériels-là qui sont Dieu. Et c'est tout autour de cela que l'art a pris une place très importante dans la culture bantou. Nous, on va parler des masques, on va parler des sculptures Nkisi. Des quoi? Des sculptures, c'est des statues en bois où il y avait des clous. On tape des clous sur les bois. Ces clous-là, ça symbolisait une mémoire, ça symbolisait comme... Un peu aussi des invocations aussi. Ça symbolisait aussi... si quelqu'un vole quelque chose, on va aller demander à quelqu'un. Alors, pour nous, à cette époque-là, Dieu n'est pas humain. Dieu est très loin des humains. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut faire en ce que ça nous permette d'entrer en contact avec Dieu? Il y avait ces statues-là ici, ça servait aussi des canaux. Donc, c'est un peu ça de manière générale. Je peux répondre à cette question-là. C'était quoi déjà la question? L'enquête, c'est vraiment personnel pour... C'est personnel, mais c'est relié aussi à tous les afrodescendants de manière générale. Parce que je considère les Nigériens, Mali, toutes ces histoires, moi, c'est des appellations qui me dérangent un peu parce que je pense que c'est des choses héritées de la colonisation. Alors moi, je considère ça comme un peuple. C'est-à-dire dans l'époque précoloniale, c'est-à-dire avant la colonisation en Afrique, nous avons des empires
les Mandingues, nous avons eu les Congos, nous avons eu beaucoup de... Ces empires-là, ça fait partie des peuples bantous. Et les bantous, c'est Ubuntu. Ubuntu, ça veut dire j'existe parce que nous sommes. La quête d'identité que je suis en train de parcourir pour moi-même, mais c'est pas pour moi-même. C'est des manières, c'est en même temps individuel, mais c'est aussi collectif pour toutes les afro-descendants. When you think about ancestral memory, what does that mean to you in your work? Quand vous pensez à la mémoire ancestrale, que cela signifie pour vous dans votre travail? L'ancestralité, pour moi, c'est même ma raison d'être. Parce que je pense que si ces gens-là n'avaient pas existé, là, je n'allais pas être là. C'est-à-dire, en moi, toute seule, je suis une archive matérielle d'une mémoire qui a parcouru des millénaires, là. Les histoires que je suis en train de vous parler aujourd'hui de l'ancestralité bantou, c'est des choses qui ont pris naissance. Peut-être j'étais même pas dans la conception divine de l'être divin que je vais être dans ce monde. Alors, l'ancestralité, pour moi, c'est ma raison d'être. Je veux dire que c'est ça qui me motive un peu tous les jours de savoir que je suis au Canada, mais ma famille sont au Congo et je suis toujours connecté à eux. On se parle ou pas, mais on est toujours connecté. Donc pour moi, c'est ça que je peux dire que c'est cet héritage-là que l'ancestralité a laissé en nous, toujours se sentir connectés les uns aux autres. C'est ça même que ça résonne en moi. Donc si je dois répondre à cette question-là, c'est ma raison d'être, l'ancestralité. C'est pour certains, les anges sont blancs aux cheveux, toutes ces histoires-là. Pour moi, les gens sont mes ancêtres, les noirs. Les gens qui me ressemblent, les gens qui résonnent en moi, les gens qui ont pensé à tous ces côtés immatériels de l'humain, tous ces côtés qui n'a rien à voir avec les corps que j'ai là. Donc c'est un peu ça que l'ancestralité évoque en moi. Quand tu fais ton travail, est-ce que tu es transporté dans un autre monde spirituel? Mon travail passe par une forme de rituel. On va appeler ça performance si on veut parler de l'art contemporain. Mais moi, ces instants de création-là, je considère ça comme des rituels. C'est des rituels où mon corps devient juste un canal matériel qui invoque un peu cette mémoire ancestrale, cette philosophie Ubuntu, toutes ces histoires-là, tous ces imaginaires-là qui restent dans mon esprit. Alors quand je suis en train de performer avec un tissu, par exemple, le wax, dans le contexte du travail de l'expo, mon corps n'est juste qu'un instrument où mes ancêtres se servent pour questionner un peu cette nouvelle colonisation pour les décoloniser. C'est ça que je dirais un peu quand je travaille. Et est-ce que je suis emporté? Je dirais oui. Ouais. When you think of to decolonize, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est sortir un peu de tous les paradigmes de narratifs coloniaux, disons des récits imposés sur les identités. Parce que je pense que l'acte premier de la colonisation, c'est de figer les identités. Les pouvoirs de dominer, pour dominer quelqu'un, moi je considère qu'il faut les limiter quelque part. Il faut les stopper à un niveau. Et puis dans ces niveaux-là, nous, on peut venir par-dessus. Pour moi, quand je pense à la décolonisation, c'est déjà déposséder de cette emprise-là, des limitations. Parce que quand on parle d'identité aujourd'hui, plus loin on peut parler des Premières Nations de Canada, là où je me trouve, ce sont des identités qui ont été comme marginalisées, qui ont été mises dans une forme de stand. Mais est-ce que ça représente réellement ce que ces gens-là sont? Non. Alors moi, quand je pense à la décolonialité, c'est créer notre paradigme à nous-mêmes. C'est-à-dire qui est dans les visions, les questionnements est relevé par les gens qui nous ressemblent. C'est difficile à quelqu'un qui n'habite pas votre maison venir vous enseigner l'histoire de votre maison. Pour moi, quand quelqu'un veut vous enseigner l'histoire de votre maison, il faut qu'il ait une emprise sur vous. Cette emprise-là, c'est la colonisation. Alors pour sortir de cette emprise-là, il faut le faire comprendre que nous connaissons notre maison plus que vous-même. Donc pour moi, c'est un peu ça le schéma décolonial. Ta communauté, qu'est-ce qu'ils pensent de ton art puis de ton opinion?
Moi, je pense que l'art, c'est... Certes, on peut le voir par les côtés matériels, c'est-à-dire l'œuvre en elle-même qu'on peut palper, toucher, voir. Mais je pense que l'art est plus sensationnel. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est devant l'œuvre? Peu importe ce qu'on pourrait dire là, voilà, décolonisation, toutes ces histoires-là, mais quand tu as une histoire avec les wax hollandais, tu as eu à les porter dans les cérémonies des mariages, des funérailles, des cérémonies même importantes. Quand tu vois ces mêmes tissus qui deviennent peinture en sculpture, qui est autre que les chemises qu'on a eu à porter, qu'est-ce que ça évoque en toi? Ça réveille quoi comme une mémoire en toi? Pour moi, c'est un peu ça, les grandes... Quoi? C'est un peu ça, les grandes questions un peu de mon travail. Mon travail, les publics ciblés, certes, c'est les gens qui me ressemblent, les gens vraiment dans une prisme décoloniale, mais c'est aussi aller pour un large public, les gens qui ne connaissent pas forcément ce que ça veut dire, ces wax-là, mais ça peut être un point de départ pour d'autres conversations en dehors du wax. Donc, pour moi, si je vais dire quelque chose que ma communauté doit penser de ça, c'est juste créer d'autres narratives qui nous ressemblent, qui te ressemblent aussi, on va dire. Qui es-tu? En dehors de tout ce que la colonisation a légué, que ce soit que tu les saches ou pas. Donc, c'est un peu ça ma vision. Mais après, comme je dis, l'œuvre, elle est indépendante de tout ce qu'on peut le dire là. Quand on est face à l'œuvre, c'est la vérité qui prime. Qu'est-ce que tu ressens? C'est ça. To say, when I first saw your artwork, when I here at the gallery, I remember thinking, it's funny because for me, presence, comme la présence de l'art is what gets me. In other words, when you open the door to the gallery and you look straight through, the first thing you see. Well, you see many things, but the first thing that's just massive is your piece, and it has such, it takes up space, you know what I mean? And it has a presence. Puis c'est géant, It's, that's why I wanted to interview you, because when I saw it, I was like, wow, like, what is this? You know what I mean? And then j'ai lu l'information, puis that's why. So it hit me. La présence, quand j'ai entré dans la chambre, ça m'a frappé sur la tête. You know what I'm saying? It had a presence. I was like, wow, what is this massive structure, So that's what drew me, to be honest. Cette question-là, c'est what feelings or thoughts do you hope people take away when they see your pieces? Quelle émotion ou idée souhaitez-vous que les gens retiennent en voyant vos œuvres? C'est une porte des conversations décoloniales parce que c'est vraiment dans cet angle-là, dans cette démarche-là que toutes mes réflexions, toutes mes recherches, toute ma pratique artistique, tous ces chemins où j'utilise l'art abstrait pour être nu. Parce que je considère l'art abstrait, ça permet d'être nu. C'est l'espace qui reste et c'est ce qu'on ressent. On est loin de la figuration, loin des choses qui va être... J'ai vu, on a dessiné quelqu'un avec des lunettes. On est plus dans quelque chose de sensationnel. What is your feel when you see the work? So, c'est que je veux que les gens retiennent de mon travail, c'est plus ouvrir d'autres champs de réflexion décoloniale. J'ai quand même des endroits où je laisse techniquement pour qu'on puisse voir l'origine du tissu. C'est-à-dire, il y a des parties qui a été vraiment travaillées avec la peinture, avec tous les travaux des patiences, des jours. Mais il y a des endroits aussi que je les garde à l'état pur pour permettre aux gens de rentrer dans l'univers de la matière en elle-même. À l'origine, la matière était comme ça, mais après transformation, c'est comme ça que c'est rendu. Donc, pour moi, ce que je veux que les gens retiennent, c'est soutirer ce qu'il va. Il y a une personne qui va soutirer des informations que j'ai laissées de l'origine du tissu. Mais il y a quelqu'un, ce qui va plus l'impacter, c'est la transformation. Et cette transformation qui invoque la sculpture peut peut-être l'inviter à aller chercher qui est l'artiste. Quand déjà on vient chercher qui est l'artiste, on vient chercher mon histoire, on vient chercher mes ancêtres, parce que mon corps n'est qu'un instrument.
quand je parle de mes ancêtres, je suis en transe, quoi. Donc, c'est quelque chose, je ne peux pas vraiment tout expliquer avec des mots, mais quand quelqu'un commence déjà à chercher qui est l'artiste, c'est déjà aller chercher cette histoire. Quand tu rentres dans mon site web, tu pars lire les informations, tu es déjà en train d'ouvrir un espace de réflexion. Donc, pour moi, c'est ça que je veux que les gens retiennent de mon travail. Peux-tu me parler un peu sur ton Instagram account, j'ai lu que tu es un Bantu researcher. Yeah. Oui. Peux-tu nous parler un peu plus de ça? Puis pourquoi est-ce que tu es intéressé à faire la recherche sur le peuple Bantu? Parce que je sais que je pense que c'est ta passion, non? Ouais. Je pense que j'ai grandi, j'ai reçu l'éducation de mes parents, mais quand je suis arrivé au Canada, il y avait une fracture. C'est-à-dire, nous vivons dans les nous, c'est-à-dire les jeux n'existaient pas, là où moi je vis au Congo. C'est-à-dire, tu vas voir, on dit je, c'est-à-dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais c'est toujours dans un contexte communautaire. C'est-à-dire, on regarde, on n'est pas dans une forme d'individualisme qu'on peut voir dans la société nord-américaine que j'ai trouvée ici. Ici, j'ai vraiment appris à être solitaire, à faire de la solitude une forme de force. Mais toutes ces deux questions-là entre the collective people and individual people, ça m'a comme fait poser des questions. C'est quoi vraiment mon identité? Qui suis-je? Ou bien qui suis-je devenu? Alors, toutes les questions-là me ramènent à ma propre histoire. C'est-à-dire, je ne peux pas avancer, aller quelque part sans connaître qui étaient les peuples bantous. Alors, aujourd'hui, dans mes recherches, j'ai fait des recherches sur les peuples éthiopiens. Aujourd'hui, j'ai fait des recherches sur les peuples, l'Empire mandingue, tout ce qui est l'Afrique de l'Ouest, là, on a Mali, Burkina Faso, tous ces pays-là, ça m'intéresse. Ça m'intéresse aussi de savoir les peuples Congo. Le Congo, c'est quelque chose que je regarde à peu près tous les jours. Donc, toutes ces choses-là, ça me permet, c'est en train de me outiller à me positionner sur mon identité. Qui suis-je vraiment? Parce que quand je viens ici, il y a certaines des choses que je retrouve dans les cultures autochtones. C'est les mêmes choses que je retrouve chez les peuples bantous. Comme quoi? Ben, on va dire les côtés collectifs. Quand tu es chez les autochtones, par exemple les Anishinaabe, c'est les peuples les secteurs où nous sommes à Ottawa, c'est les peuples Anishinaabe. J'ai fait un peu de recherche sur ces peuples-là. Alors, quand je rentre même au niveau de leur spiritualité, on retrouve des mêmes choses. Légèrement les mêmes choses avec la spiritualité que mes ancêtres ont pratiquée, qui ont été diabolisés pour la colonisation. Quand je reviens ici, c'est le même schéma de diabolisation. C'est-à-dire, moi, ça m'a comme... Je peux dire que je suis obligé. Tant que je vivrai dans ces mondes matériels, je suis obligé de comprendre qui étaient les Bantous. C'était quoi ces peuples? Quand on rentre, par exemple, chez les Chantis, c'était des peuples guerrières. Et des guerriers, c'était les femmes qui étaient aux guerres. Et quand on rentre dans la philosophie Congo, on est matrilinéaire. C'est-à-dire, pour nous, les histoires là, c'est Adam est venu avant, tous ces histoires. Ça n'existait pas. Pour nous, on est complémentaires. C'est la femme qui est comme la source même de l'humanité, pour nous, les Congos. C'est-à-dire, la généalogie est entretenue par la femme. Pour nous, les femmes étaient des guerrières. Quand on parle de Kimpa Vita, c'était une guerrière qui a combattu en Angola, les Portugais. Il utilisait tout son charme des femmes, toute la force qu'il pouvait dégager. Pour nous, c'est toutes ces questions-là. Quand je viens chez les peuples autochtones, on est dans les mêmes univers. C'est là où tu comprends que je dois comprendre qui je suis. Oui, j'ai appris tout ce qui est tous les héritages coloniaux, là, qu'on va appeler aujourd'hui post-colonial, les religions, toutes ces histoires-là, toutes même nos rapports, toutes les choses que la colonisation a diabolisées sur nos ancêtres. En arrivant ici, c'était comme si je devais retourner. Parce que c'est des choses, quand j'étais sur place, je ne tenais pas trop compte. Parce qu'il y a les nous, il y a la masse des nous, il y a cet héritage-là qu'on a hérité. Mais je n'ai pas grandi au village, moi j'ai grandi à la capitale, Kinshasa. C'est une ville cosmopolite où vraiment les strates coloniales résonnent encore dans les rues, dans les corps, même dans la spiritualité. Alors ici, ça a été une fracture. Pour moi, la recherche sur les peuples bantous
est un mot d'ordre, c'est une obligation. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, je peux rester là à regarder 48 heures de vidéos sur l'histoire des peuples bantous. Je ne m'ennuierai pas. Ça m'intéresse. Donc, allez savoir qui étaient les Éthiopiens. Pourquoi c'est le seul pays qui n'a pas été colonisé. Quand on rentre, on entend des Haïlé Sélassié, toutes ces histoires. C'est des choses qui m'intéressent de comprendre. Alors, quand je pars au-delà de ça, on traverse les frontières. On voit un peu toutes les Noirs qui ont été exportés. Aujourd'hui, ils ont créé des îles. Aujourd'hui, nous avons Haïti, nous avons les Martiniquais, nous avons Guadeloupe. Toutes ces îles-là, Antigua, tout ça. On sent toujours une forme de quelque chose transgénérationnel qui reste. C'est-à-dire, je dois comprendre qui je suis. Donc, la recherche sur les peuples bantous, c'est ma quête d'identité qui a été volée, transférée, perdue, déracinée. On va dire, je me sens comme un être déraciné qui est en train de chercher sa quête. Et aujourd'hui, je suis fier quand même de parler de ma culture avec tranquillité parce que je connais. Ce que j'ai appris il y a longtemps, c'était des diables. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que je connais l'histoire. Donc, pour moi, la recherche, c'est me retrouver moi. Qui suis-je? Puis la recherche, puis cette enquête, est-ce que c'est quelque chose ça continue toujours ou est-ce que c'est comme un projet qui a comme, on dit en anglais, comme un end date? Il y a un start date, on commence ici, puis un end date, ça finit la semaine prochaine. Est-ce que cette enquête personnelle, ça continue pour la vie ou est-ce que c'est comme un chapitre dans le livre de ta vie? Je dirais que ça continue. C'est pas quelque chose qui va prendre fin là. Moi, je considère que l'histoire n'est jamais finie. À mon avis, je pense que l'histoire, c'est métamorphose, mais l'histoire n'est jamais finie. Et puis la quête de l'identité, je pense que c'est quelque chose qui n'est jamais clos. C'est ça même mes réflexions sur qu'est-ce qu'est l'identité. Pour moi, l'identité, il est polymorphic. The octopus is the animal, the great example for speak or identity. Identity is something to change, to move for any space, any place. So, l'identité polymorphique pour moi, je considère que l'identité est facteur du temps, est facteur de l'espace, est facteur de ce qui l'entoure. C'est-à-dire, si je vous pose la question sur la personne que vous étiez à cela 5 ans, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez évolué. Pour moi, J'espère. ouais. Pour moi, c'est ça l'identité. L'identité, c'est comme octopus en français, on va le payer pieuvre. Pieuvre, quand on rentre dans sa psychologie, c'est un mollusque qui vit dans la mer, mais c'est un mollusque qui s'adapte dans tous les environnements. Tu les mets dans l'eau, il s'adapte. Donc, c'est c'est un animal qui est loin des humains, mais dans sa façon d'être, il est presque comme les humains, même plus que même, je dirais. Sa manière de se reproduire, c'est couper sa main. Couper sa main qui va aller chercher une femelle et s'accoupler. Dans sa main qui est coupée, il a éjecté du sperme. Ce sperme-là va aller s'accoupler avec une femme, donner des enfants. Et la main qui a été coupée, ça va se régénérer. Et quand ça se régénère, quand il part dans d'autres espaces, il s'adapte dans ces environnements-là. Pour moi, c'est ça un peu l'identité. L'identité, c'est quelque chose qu'on peut dire aujourd'hui, on le coupe là, mais tu vas toujours trouver des solutions. Aujourd'hui, tu peux devenir handicapé, tu vas trouver une nouvelle façon de vivre. Alors pour moi, c'est quelque chose d'intérieur, de spirituel, l'identité. C'est pas physique. Alors cette quête d'identité, d'aller toujours chercher qui je suis, qui je deviens, tout ce qui m'entoure, qu'est-ce que ça m'injecte? Comment ça me pousse à me positionner? C'est ça pour moi l'identité. Alors dans ces contextes-là, l'histoire n'est jamais finie. Pour moi, c'est pas de handing, comme tu as dit, mais c'est plus quelque chose qui m'anime un peu plus tous les jours. Peux-tu, how long have you been in Canada? Since 2021, yeah, I'm come to Canada. I'm leaving before to Saint-Hyacinthe and Quebec. After that, I'm go for Trois-Rivières. After Trois-Rivières, I'm coming here for just do my master to University of Ottawa. 2023 and 2025, I finished my master degree.
Yeah. Now I'm working for my career. Félicitations, congrats on your Masters of Fine Arts. Puis ton expérience ici au Canada, comment est-ce qu'elle était? Ouais, ça va. C'est comme j'ai dit là, c'est juste d'un point de vue culturel, c'est une forme un peu de... C'est un choc aussi, parce que je viens d'une culture complètement différente d'ici. Certes, en termes d'infrastructure, mon pays est loin d'être comme le Canada, mais il y a quand même... C'est bien, c'est bien. Il y a vraiment des infrastructures, des immeubles et toutes ces histoires-là. Mais au niveau de la manière où les gens vivent, ça a été quand même une fracture. Et puis au-delà de ça, les froids aussi, je viens d'un climat tropical aussi. Mais de manière générale, l'expérience est bonne. Tu viens juste de dire que tu étais à Saint-Hyacinthe avant? Yeah, Saint-Hyacinthe. Comment est-ce que était ta première expérience là-bas? C'est une ville quand même qui est à 80% par les personnes âgées. C'est-à-dire, c'est pas une ville assez mouvementée, c'est plus une ville où tu vas construire une famille dans un endroit paisible, et tout est bon, personne ne va te compliquer, etc. C'est une très bonne ville. Mais après, c'était complètement différent. C'est comme j'ai dit, c'était même la fracture là, parce que chez moi, c'est tout le monde sont dans la rue, tout le monde crie, tout le monde sont joyeux, tout le monde sont... On n'entend pas assez de ces côtés calmes, sauf la nuit, quand les gens dorment. Pour nous, pour certains, ça peut être de la cacophonie rurale, etc. Mais pour nous, c'est notre façon d'être. C'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire, quand tu pars dans ma ville, par exemple à Kinshasa, tu descends dans l'avion, tu vas sentir qu'il y a des gens, il y a des gens qui vivent ici. Il y a de l'énergie, quoi. Et cette énergie-là, vibrante-là, quand j'avais là-bas, et quand j'arrive ici, je savais que ça allait être différent, mais pas comme je l'ai vraiment vécu. C'était comme, tout est calme, chacun c'est lui. Toutes ces histoires-là, c'est une fracture, mais l'expérience était bonne. C'était bonne. I was going to mention, you're a very styled person. Like, the way you're dressed right now, it's like, you're well dressed. You express yourself as well with the clothes you wear. Est-ce que ça, c'est important d'avoir comme une... Je pose cette question-là parce que je sais, Kinshasa, j'ai lu quelque part, les personnes font beaucoup de... La mode est importante là-bas. Alors, bien. Ouais, la sape aussi, c'était une forme de... C'est parmi les héritages coloniaux, mais qui a comme été réapproprié. Parce que pendant l'histoire coloniale, il y avait un peu tous ces côtés-là, costumes, vestes et toutes ces histoires-là, ces côtés où on devait dresser un peu, c'est dressé comme les Européens. Alors, mes ancêtres ont révolutionné ça un peu. Vers les années 60 aussi, il y a des artistes comme Papa Wemba qui ont eu à voir, dans ces trucs-là aussi, on peut créer une forme de résilience là. On peut créer d'autres résonances là. Alors, on a transformé cette imposition-là comme des langages du corps. Alors, les vêtements, les tissus, toutes ces histoires-là sont devenues comme... C'est un langage, c'est-à-dire c'est une posture, c'est une façon d'être. Ça, c'est pour un contexte qu'on va appeler un courant sapologie, un courant qui est toujours en mouvement. Là, on ne va pas dire un courant, c'est devenu même un mode de vie, je dirais. Mais après, de manière générale, on a hérité un peu aussi de nos ancêtres qui étaient toujours à la quête... de l'esthétique, du beau, toutes ces histoires-là. C'est quand on parle, par exemple, chez les Congos, nous avons des ancêtres qui pratiquaient des tissus Kuba, les tissus Kuba. C'est des tissus même qui ont inspiré des Versace et tous les griffes-là. Donc, c'est l'origine des fractales-là, ça vient du Congo. Donc, il y a toujours ces côtés-là en nous. Et puis, de manière générale, les Congolais, quand vous voyez un Congolais là, il va être toujours bien apprêté. Vous croisez 10 Congolais dans la rue, au moins 8 là, ils seront bien apprêtés. Même si c'est simple, mais il y a toujours ces goûts-là. Ça, c'est quelque chose qu'on a hérité là. On les force pas en tant que tel. C'est vraiment... Après, l'environnement aussi, tu vis, ça te forge aussi. C'est-à-dire pour les gens qui sont venus, qui ont vécu au Congo, même s'il fait 10 ans ici, il a vécu par exemple 20 ans de sa vie au Congo, ça veut dire son imaginaire est faite de quelque chose. Et c'est quelque chose-là, il va les transporter un peu là où partout il va être. Donc, c'est un peu ça. Penses-tu la mode, puis l'expression, puis tout ça, est-ce que c'est quelque chose, pour ce pays-là, c'est quelque chose qui est comme en train de peut-être
chercher une audience globale parce que, tu sais, la mode, c'est global. Puis, il y a beaucoup d'entreprises qui font beaucoup de vêtements et du style. Is the Congolese style global? Like, is it something where if you were to fly back to Kinshasa, could you find designers to design clothes and like sell internationally? Do you know what I'm saying? Yeah. So I'm gonna say the art is everywhere in Kinshasa, specifically in Congo generally, and specifically in Kinshasa. Kinshasa is the capital of the Democratic Republic of Congo. The art is everywhere, on the body, on the streets, everywhere. So you're walking 2 minutes, you're gonna listen to the music. You're walking 2 minutes, you're gonna find someone dressed very well. So c'est quelque chose aussi même, je peux dire, qui a inspiré aussi même ces côtés la mode, toutes ces histoires-là. À l'origine, ça vient des peuples bantous. C'est pour ça que moi, j'ai dit, en étant afro-descendant, faut vraiment faire des recherches sur qui étaient tes ancêtres. Alors, les instruments politico-spirituels et coloniaux, malheureusement, des fois, ça ne permet pas d'aller en quête de ces recherches-là, de ces choses-là. Notamment quand je parle, par exemple, des religions imposées. Alors, ces religions-là, c'est bien aujourd'hui, mais moi, je vois en ça aussi comme des instruments politiques. C'était aussi parmi les héritages qui sont restés, du coup, quand on rentre dans le dogme de ces religions-là, c'est que les colonisateurs ont laissé dans ces religions-là, comme à ce qui concerne nos ancêtres, toujours diaboliques, en marge de l'histoire, toutes ces histoires-là. Du coup, pour les imaginaires des jeunes peuples, ça ne permet pas d'aller trouver ces informations-là sur l'ancestralité. Qui étaient ces gens-là? Alors, quand tu commences à faire ces travaux-là, tu comprends que la mode, toutes ces histoires-là, mais c'est ce que ces gens-là faisaient à cette époque-là. C'est ce qu'ils ont créé. Au final, c'est incroyable. Incroyable. Tu te dis, mais waouh. Là, on est en 1800. Quelqu'un fait un tel vêtement incroyable. Tu pars chez les chantiers, ils ont des vêtements. Tu pars chez des sculptures. Il y a une forme d'architecture, là, j'ai oublié les noms. Les noms m'échappent, mais peut-être d'ici l'interview, ça va arriver. Là, on est vers l'Afrique de l'Ouest, on est vers Mali, si je ne me trompe pas. C'est les sculptures qui sont faites à base du riz et de l'argile. Wow. Avec des fractales, tu les vois aujourd'hui, mais ces sculptures-là, ça date de plus de 2 siècles. Ça date de longtemps. Donc, quand on part au Gabon, on regarde la Grande Muraille des Gabon. Donc, c'est plus que la Grande Muraille de Chine. On n'en parle pas. C'est des choses où nous devons le connaître. Faut aller chercher l'histoire. Si tu as aussi un peu d'argent, un peu de force, et que tu t'intéresses aussi vraiment à ton africain. Je n'aime pas dire africain parce que je considère que ce sont des legs coloniales. Moi, je dis toujours bantou. Donc, tu t'intéresses vraiment à ces bantous-là. Tu peux faire des voyages en Afrique. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire là, tu peux aller le vivre en Afrique. Ce n'est pas des choses qu'on rencontre juste comme ça et puis ça reste dans les vides. Non, c'est des choses que tu peux aller voir de tes propres yeux et émettre ton avis. Mais pour en arriver là, déjà l'imaginaire a été déjà comme brillé par tous ces instruments néocoloniaux là, dont les religions incarnent, dont les politiques, les pouvoirs, toutes ces histoires-là incarnent. Ça ne permet pas. Ça veut dire ton imaginaire est toujours tourné vers le nord, alors que nos ancêtres tournaient toujours les regards vers le sud. Pourquoi le sud? Le sud, c'est l'Afrique. Quand on regarde même, on rentre sur l'histoire de l'Égypte, tous les pharaons qui ont été enterrés, ils sont enterrés vers le sud. Donc, c'est-à-dire la notion de sud a été quelque chose de très important pour nos ancêtres. Et puis, quand on regarde aussi dans les religions actuelles, quand on regarde, on ne va pas donner des exemples, on ne va pas donner des églises spécifiquement, on va dire tout cela regarde vers le sud. Pourquoi ça regarde vers le sud? La notion des 4 points cardinaux que nos ancêtres ont abordés. Donc, c'est des choses très importantes. Il faut aller chercher, aller le comprendre. C'est pas en vain, c'est des choses qui existent. Tu mets du temps, tu commences à faire des recherches dans ces secteurs-là, tu trouveras. Donc, les questions que tu te poses aujourd'hui, il y a des mêmes personnes qui se sont posées, il y a de cela 50 ans, et qui ont fait les mêmes travaux que toi tu veux faire. Donc, tu peux regarder ce qu'ils ont fait, tout comme tu peux aller aussi toi-même
vérifier. Donc, pour moi, c'est comme on dit, pour moi, c'est pas quelque chose qu'on veut atteindre dans la mondialisation, mais la mode et toutes ces histoires-là, c'est des choses que nos ancêtres ont fait, là. En toute honnêteté, là, quand je regarde l'histoire, là, je vois pas rien de nouveau. Quand je m'intéresse à l'histoire, je vois c'est juste des époques qui changent. Aujourd'hui, on peut dire que nous avons de la technologie, mais tout ça, les gens qui vivaient à l'époque, ils avaient une forme de technologie. Quand on parle des tablettes aujourd'hui, nous avons une tablette chez les Congo. Oh, les noms m'échappent. Mais c'est une tablette ancestrale qui permettait de faire les maps. Donc, toutes ces histoires-là, quand on parle de l'os du Shango qui est en Belgique aujourd'hui, c'est les symboles à l'origine des mathématiques. Donc, toutes ces histoires-là, on va dire, pour nous, aujourd'hui, nous avons les téléphones, nous avons toutes ces histoires-là. On s'est dit, on est tous là. Mais les gens aussi, dans cette époque, l'ont inventé. C'est-à-dire, c'est les époques qui changent avec les éléments. Mais l'histoire du monde, je pense que ça s'écrit de la même façon, depuis que le monde existe. Pour moi, c'est un peu ça sur la question atteindre l'internationalisation, etc. C'est un peu ça. Quel a été le plus grand défi dans la création de ce type d'œuvre? C'est plus les côtés contrôle, parce que quand moi je travaille en performance, c'est-à-dire les tissus déployés au sol, où j'utilise la peinture acrylique mélangée avec l'eau vraiment de la manière très liquide. Je joue un peu avec la gravité, je joue un peu avec des mouvements, un peu des gestes du corps aussi. C'est invoquer un peu toutes ces histoires-là corporelles aussi, de l'histoire coloniale, comment les corps ont été déportés, transformés, tout. C'est-à-dire, c'est comme ça que je travaille. Alors, le défi, peut-être, est toujours d'aller chercher, d'être au contrôle de ce qu'on fait. Ça, c'est les grands défis. Et avec les temps, avec surtout une forme de laisser aller, je commence à savourer un peu toutes les imperfections de l'œuvre, toute la spontanéité, tous les accidents qui se passent au moment de la création. Et puis quand l'œuvre est sèche, c'est là où tu te dis, mais voilà, donc les contrôles, des fois, ça suffit pas. Des fois, il faut vraiment lâcher prise, surtout quand on travaille dans un contexte de performance. La performance, c'est ce qui se passe ici et maintenant. C'est-à-dire, on peut faire une vidéo pour mémoriser, mais ça ne sera pas la même chose que quelqu'un qui est en train de vivre, quelqu'un qui est en train de performer. Donc, en ce moment-là, c'est les traces, c'est les empreintes, c'est toutes ces choses-là on a toujours envie de contrôler. Parce que l'eau que tu as mélangée avec la peinture, tu les jettes sur un tissu comme ça, comme dans des cérémonies, des rituels ancestrales où on allait dans les champs pour jeter l'eau avec les doigts. Toutes ces histoires-là, tu ne vas pas le contrôler. Quand la peinture tombe sur les tissus, il a son langage à lui. Il lui donne la forme qu'il veut. Mais toi, tu peux toujours essayer de donner une forme de direction. Mais ça ne contrôle pas. Tu ne le contrôles vraiment pas. Donc, c'est un peu ces côtés-là, je dirais, c'est un grand défi. Mais voilà, donc les restes des travaux, c'est qu'on peut appeler de la spontanéité ou bien les résultats de la matière. Moi, je considère ça, c'est les travaux que mes ancêtres ont continué pendant que moi, j'ai dormi. Donc, c'est un peu ça. Fascinating. Qu'aimerez-vous explorer ensuite dans votre art après cette exposition? Maintenant, là, je suis vraiment ancré un peu parce que j'avais pris à peu près 8 mois des travail intenses. Là, j'ai travaillé beaucoup pendant 8 mois. Je faisais que créer un peu de recul sur des recherches aussi. Alors, pour l'instant, j'ai pris quand même un congé des recherches. Je vais vraiment m'imprégner un peu des recherches sur l'art en général, et puis l'art des peuples Congo, parce que c'est un peuple sculpteur. Pourquoi avec toute forme d'art qui existe, pourquoi ces peuples-là étaient sculpteurs? Ça, c'est des choses que je suis en train de faire des recherches aujourd'hui. Mais après, mon prochain projet, ça va être plus un projet qui va mélanger un peu de la photographie et des dessins. Ça, c'est un peu des explorations où, on va dire, j'ai commencé, mais je n'y travaille pas encore trop dans cela. Je suis vraiment un peu plus basé dans mon côté researcher Banto. Donc, je suis un peu plus dans ce côté-là à ce niveau. Puis j'ai lu sur ton Instagram que je pense que tu es en train de participer dans un film documentaire.
Il y a dans les contextes d'expo ici, je suis en train de travailler avec un ami artiste aussi, il vient du Congo comme moi, sur un film documentaire sur l'installation que j'ai fait pour l'expo et puis les contextes des ventes qui concernent au Congo dans les marchés, c'est-à-dire la manière dont ce tissu-là est installé et comment moi je l'installe ici et puis pourquoi je l'installe de la sorte. Et dans ces documentaires-là, c'est toutes ces questions. On va aborder un peu sur les côtés colonial, comme trace, comme empreinte qui est restée, comme aussi des questions, pourquoi moi je l'installe comme ça, en lien avec la décolonisation, qu'est-ce que ça évoque vraiment d'un point de vue politique, économique. C'est un peu toutes ces histoires. Donc il y aura, dans les films, il y a une partie où moi je parle aussi, où je suis devant l'œuvre, mon œuvre qui est exposée. Je suis en train d'expliquer un peu le travail, les contextes. Et puis dans le board world, il y aura des scènes où comment je travaille en atelier, comment je performe. Et puis il y aura des scènes comment les gens les mettent là-bas sur les marchés. Et puis comment ces tissus-là deviennent par la suite chez les tailleurs, là, des couturiers, qu'on va coudre des chemises qu'on va porter dans des cérémonies, par exemple, les mariages, funéraires, etc. Donc, c'est ça un peu les films documentaires de manière générale. Mais le reste, on va garder un peu pour les suspens, pour les gens qui vont regarder, ils vont voir, mais c'est un bon film. Ça sera un bon film. Est-ce que le film, c'est fini? C'est que c'est complet? C'est presque fini, mais on a juste besoin de 2-3 plans qui doivent venir de Kinshasa, parce qu'on travaille en correspondance avec quelqu'un qui filme aussi là-bas. Donc, on a juste besoin de 2-3 plans importants des cérémonies, c'est-à-dire un pour les cérémonies funéraires et l'autre pour cérémonies des mariages traditionnels, etc. Quand est-ce que ce film va être fini? Pour le peuple qui veut voir ça, où est-ce qu'il peut voir? Je pense que c'est les mois prochains, avant la fin de l'année, décembre, ça va déjà être prêt. Parce qu'on a commencé à ça il y a cela septembre, donc 2-3 mois comme ça. Donc là, maintenant, ça va. Ça va. Donc, il y a eu quand même un parcours aussi. Et puis, on ne fait pas seulement de l'art là aussi. Donc, on a nos vies à côté. On a des responsabilités. Toutes ces histoires-là, ça fait que je ne vais pas travailler focus sur un projet. Mais là, ça avance très bien. Très, très bien. J'avais vu même l'extrait là. J'ai vu l'extrait de ce que mon ami est en train de monter là. Il s'appelle Peter Mialou. C'est un bon artiste aussi. Il est à Trois-Rivières, mais il va venir en Ontario aussi. C'est un bon photographe, un bon vidéaste. Et c'est un artiste très talentueux là, de mon pays. Et il est en train de finir ses études à l'Université du Québec à Trois-Rivières. OK. Alors, est-ce que is this film going to be screened in Ottawa? Potentially, once it's done, est-ce que le peuple d'Ottawa-Gatineau peut voir ce film? Yeah, maybe I'm gonna research same place. I'm gonna project this film. Should no long film just for 10 minutes, something like that. Yeah, c'est un short film. You could even submit it to film festivals. Si tu peux comme le soumettre pour des festivals de films documentaires indépendants et tout ça. Yeah, of course. Yeah, mais je vais le mettre un peu dans mon Vimeo. Pour les gens qui aimeraient bien le voir, je vais le mettre dans mon Vimeo. Mais sinon, je vais le mettre aussi sur mon YouTube aussi. Donc, sur YouTube, je vais mettre juste un peu l'extrait pour garder un peu l'entièreté du film pour moi-même aussi, pourquoi pas dans les soumissions des festivals de films, etc. Where can we find you? Do you have a website if you want to share that info with us? Yeah, I have a website, armanddiantambo.com, c'est-à-dire tous mes réseaux sociaux professionnels, c'est armanddiantambo.com, mon site internet, c'est armanddiantambo.com. Donc, Instagram, armanddiantambo, ARMAND, Diantambo, c'est DIANSAMBU. Et c'est comme ça qu'on me trouve sur tous les réseaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, quoi d'autre encore, TikTok. Je ne suis pas trop sur TikTok, mais j'ai quand même j'aimais, mais mon site internet est là. Il y a toutes les informations dans mon site. Il y a mes œuvres, il y a le formulaire des contacts si quelqu'un vient me contacter. Il y a mes courriels, toutes les informations là. Je suis hyper
hyper réactif à tout ce qui est comme contact, email, Instagram, Facebook contact, toutes ces histoires-là. Je suis vraiment, je regarde ça de près, je gère ça tout seul. Last question. What's some of the feedback you've gotten from your artwork? Qu'est-ce que le peuple qui ont vu l'art, l'œuvre, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Est-ce qu'ils ont partagé avec toi leur opinion ou des mots? Il y a les gens sont toujours fascinés par rapport à la grandeur, mais après, du fait que ça soit toujours un tissu, mais de la manière dont ça apparaît, c'est comme si c'est une sculpture vraiment. Mais c'est un tissu qui est léger, qu'on peut rouler. C'est juste l'installation que j'ai fait. Ça devient comme quelque chose de sculpté, de lourd, mais c'est pas du tout lourd. Donc, un tissu de wax, là, ça pèse même pas 3 kilos, là. C'est environ 2 kilos. Ça, c'est 2 kilos? Ouais, environ. Donc, ça ne pèse pas du tout. C'est un tissu, c'est juste de la manipulation. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je cherche vraiment à ce que l'identité soit quelque chose qui est... L'identité n'est pas quelque chose de lourd qu'on porte en nous. C'est quelque chose qui a la facilité de s'accommoder dans les différents endroits. C'est-à-dire, moi, quand j'installe ces mêmes œuvres-là ailleurs, c'est pas la même chose. Ça va être une autre installation. Ça s'adapte à l'espace que je vais trouver. Donc, pour moi, c'est ces côtés-là, ces questions-là qui ont fait à ce que je puisse garder les tissus à l'état pur. Parce que j'ai aussi la possibilité de les rendre un peu plus rigides, avec du résine, toutes ces histoires-là. Mais les garder en tant que tissu, en tant qu'elle-même, c'est garder un peu la matière aussi dans son état originel, mais qui est légèrement transformé. Donc, c'est comme une brèche qui ouvre la porte des réflexions et tout. Et puis, pour l'expo ici, à la Galerie d'Art d'Ottawa, il y a un prix qu'on donne. Et ces prix-là, pour cette année, c'est moi qui ai eu ces prix-là. Ouais, c'est la comité, ils ont regardé tous les travaux des artistes. Ils ont jugé mon travail d'un point de vue matériel. Il y avait un peu plus des richesses aussi, sur son impact aussi sur l'identité, toutes ces histoires-là. Alors, ils ont jugé que je devais mériter ces prix-là. Donc, ils m'ont donné... Félicitations. Merci. Merci d'avoir écouté Strictly Creative. Pour en savoir plus sur Armand et sur l'exposition, consultez la description de l'épisode. Vous pouvez aussi regarder la courte vidéo et le réel, publié sur Strictly Creative, sur YouTube et Instagram. Cette entrevue a été réalisée par Garmami.